22-0 de 2026. Nous sommes dans la 4e année jour, 364 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Concernant le rapport de situation. Aujourd'hui, le rapport mentionne des attaques contre des raffineries et des conquêtes de terrain des deux côtés, russes et ukrainiens. Nous voyons également d'autres accusations contre des dirigeants russes qui ont de nouveau été très inhumains envers les prisonniers de guerre ukrainiens et nous voyons les résultats d'une attaque Flamingo. Mais avant cela, je dois vous transmettre un grand merci de la part des associations caritatives Save Ukraine, car beaucoup d'entre vous ont contribué à l'achat d'une ambulance qui doit être organisée pour un ambulancier bien connu, à savoir Ruben, que beaucoup d'entre vous connaissent également. Il manquerait encore un peu, c'est pourquoi je souhaite rappeler toute l'action dans le rapport. Toutes les informations et coordonnées bancaires ou PayPal sont en haut de la description de la vidéo. Au nord de Pokrovsk, les attaques russes se poursuivent. C'est ce que rapportent les forces aéroportées ukrainiennes. Dans ce contexte, les unités russes misent de nouveau sur de petits groupes de sabotage et de reconnaissance. Selon les informations ukrainiennes, un tel groupe s'est déplacé en cellules de 2 à 3 soldats, chacune en direction de bâtiments agricoles afin de les prendre. Cette méthode est assez typique. De petits groupes difficiles à identifier doivent s'approcher discrètement, trouver un abri dans des bâtiments et, de là, effectuer des missions de reconnaissance ou établir une base pour des armes. Les attaques s'en sont préparées à l'avance. Ils se sont coordonnés avec l'administration. La guerre de la drogue russe, comme ici, voit les grands mouvements de troupes rapidement détectés. Nous voyons ici aussi le gain de terrain attribué aux Russes en rouge foncé, au nord de Pokrovsk. Et à ce stade, il faut dire clairement que ces réflexions, cette stratégie et cette tactique fonctionnent très bien du côté russe. Il existe de petits groupes, sans réel pouvoir, immédiatement éliminés s'ils sont découverts. Ils ne se remarquent évidemment pas autant qu'une énorme colonne, comme on l'a toujours vu. Vous vous en souvenez sûrement. D'énormes colonnes de chars, d'immenses colonnes de véhicules, qu'ils soient des civils, blindés ou non blindés, que les Russes vont utiliser là pour attaquer une position quelconque. On pouvait les repérer à des kilomètres de distance. On savait tout de suite où ils voulaient aller. C'était évident, car ces attaques survenaient en souvent chaque jour, utilisant presque toujours le même itinéraire. Donc une tactique soviétique ancienne et dépassée, qui reste encore présente dans l'esprit de nombreux généraux russes, mais aussi dans celui de nombreux généraux ukrainiens. Après tout, il y a des soldats des deux côtés qui ont encore été formés sous le drapeau de l'Union soviétique, et, bien sûr, selon cette doctrine. Sauf que les Russes l'ont largement conservé. Et ces personnes-là, si elles font vraiment confiance à la formation qu'elles ont reçue à l'époque, il est alors très difficile de les faire changer d'avis. C'est particulièrement difficile si l'on veut employer des tactiques plus occidentales. Une guerre nouvelle éclate avec des drones et des innovations fréquentes, toutes les quelques semaines. Et pour réagir à ces choses-là, une vieille tactique qui a l'air d'avoir 100 ans ne suffit plus. Et c'est exactement ce que les Russes ont corrigé, en attaquant maintenant avec de petits groupes. Ils ne se font pas autant remarquer. On peut ainsi se déplacer plus facilement sur le terrain. Et si jamais un de ces petits groupes se fait repérer, alors ce n'est qu'un groupe de 2 ou 3 hommes qui est repéré, et non pas une force de 200 hommes qui se déplace dans une direction quelconque. Après avoir capturé un petit bâtiment, vous prévenez les autres qui envoient que la nuit des unités supplémentaires dans ce bâtiment. Comme je l'ai dit, ces groupes ne sont pas puissants seuls, mais dès qu'ils peuvent s'installer quelque part et recevoir des renforts, il y a tout de suite 60 à 70 hommes sur place qui ont pu passer plus ou moins inaperçus aux yeux des Ukrainiens. Et c'est un gros problème pour les Ukrainiens, c'est pourquoi les Russes appliquent précisément cette stratégie dans cette région. La reconnaissance par drone reste essentielle, elle permet de détecter à temps les mouvements de troupes si l'on a assez de moyens avant qu'elles n'atteignent leur but. En effet, dès qu'ils sont installés dans un bâtiment et qu'ils peuvent s'y retrancher, il devient toujours très difficile de les en déloger. Ensuite, selon les Ukrainiens, une artillerie de 155 mm aurait été utilisée, touchant les soldats avant qu'ils ne puissent sécuriser le bâtiment. Mais nous voyons sur la carte de situation que les Russes ont tout de même réussi à gagner du terrain. À quelques kilomètres de là, au nord-est de Ouleipol, les informations sur les gains de terrain ukrainiens se multiplient. Nous n'en avons pas vu autant ces derniers temps. J'ai représenté cette zone en gris, car certaines géolocalisations manquaient, mais elles sont désormais partiellement présentes. D'après tout ce que l'on peut déduire des cartes et des rapports du front, il ne s'agit pas ici d'avancées symboliques, mais plutôt d'un objectif tactique concret. On le voit sur d'autres chaînes de rapports de situation,
par exemple chez Totti, chez d'autres, peu importe, là-bas, tout cela est souvent présenté comme une grande offensive qui ne peut avoir lieu que grâce à Starlink, ou bien à cause de la panne de Starlink du côté russe. Ce qui est en partie vrai, mais tout cela était présenté sur beaucoup de chaînes de manière très très exagérée, comme si les Ukrainiens pouvaient maintenant dégager tout le front, ce qui n'est pas le cas. Regardons tout cela de manière objective, examinons la situation. Je vais vous expliquer tout cela. Vous pouvez d'ailleurs écrire cela vous-même dans la section des commentaires chez les autres commentateurs, car il y a souvent des points de vue très très différents sur un même sujet. Et bien sûr, quelqu'un qui ne s'y connaît peut-être pas très bien en matière militaire, mais qui aime traiter ce sujet. Je pense que je ne vais pas non plus reprocher à quelqu'un de mal interpréter certaines choses, mais c'est justement pour cela qu'il existe des chaînes comme la mienne. Comme je l'ai dit, nous allons maintenant examiner tout cela calmement. En septembre, une partie de l'ancienne ligne de défense ukrainienne avait été percée sur ce secteur, et je parle de celle-ci en bas. C'est celle qui passe ici au nord de Novopy et qui traverse cette zone, c'est l'ancienne ligne de défense ukrainienne. Et il y avait aussi un grand fossé anti-char préparé, qui passe à peu près par ici, donc c'est dessiné de façon schématique, et de tels fossés anti-chars sont des obstacles d'approche extrêmement précieux. Ils forcent les unités mécanisées à contourner, ralentissent les attaques et rendent les véhicules prévisibles. Avec la surveillance par drone et l'artillerie, ils deviennent des zones de destruction très efficaces. Si l'Ukraine parvenait à reprendre complètement le contrôle de ce fossé anti-char, cela stabiliserait considérablement la défense de la zone. Surtout en terrain découvert, au sud et à l'est de Ulgepol, chaque bordure artificielle du terrain a une importance opérationnelle. De plus, un autre effet est perceptible. Les forces russes ont tenté à plusieurs reprises d'avancer vers l'ouest depuis la région autour de Ulgepol afin de menacer les lignes ukrainiennes en profondeur. C'est à peu près l'endroit dont nous parlons ici. Les Ukrainiens ont récemment réussi à reprendre ce village. Les Russes ont agi comme près de Pokrovsk. Ils ont avancé en petites unités et percé la défense ukrainienne. Et ici, ils essaient continuellement, depuis qu'ils ont complètement conquis Ulgepol, d'avancer vers l'ouest. Mais jusqu'à présent, cela ressemble à ce que montrait la carte de la situation. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au dernier rapport de cette région. Et maintenant, les Ukrainiens essaient, tandis que les Russes attaquent ici en bas, donc un peu plus au sud, et tentent de pousser vers l'ouest, les Ukrainiens font exactement le contraire. Ils sont un peu plus au nord et essaient d'entendre d'attaquer vers le sud, justement pour contourner les positions de pression russes. On voit ici que la plupart des unités russes se trouvent autour de Ulgepol. Ce village est donc, logiquement, un peu moins bien protégé que la zone de front, ce qui est compréhensible. Et maintenant, les Ukrainiens essaient de percer par le nord, en direction du sud, afin d'atteindre, selon moi, cet ancien fossé anti-char. Parce que ce serait tout simplement la chose la plus logique à faire dans cette région. Comme je l'ai dit, les Russes n'ont pas non plus l'intention d'avancer plus au nord ici. La principale force armée et la plupart des efforts sont concentrés ici en direction de l'ouest. Pendant que les Ukrainiens profitent justement de ce mouvement pour attaquer eux-mêmes et avancer vers le sud, qui, en théorie, devrait être un peu moins bien protégé. S'ils exercent ici une pression, ils peuvent menacer cet axe d'attaque, voire le prendre à revers. Ce serait une approche militaire réfléchie, éviter une défense rigide et rendre la zone d'attaque instable. La possibilité qu'une avancée plus importante en résulte dépend bien sûr du nombre de réserves que chaque camp peut y engager. Il est clair qu'il ne s'agit pas de gagner des kilomètres carrés ni de libérer tout le sud de l'Ukraine. Il s'agit ici d'exploiter une structure du terrain qui peut justement influencer de manière décisive la suite des combats. Comme nous le voyons ici, si nous regardons d'autres reporters ou si nous proposons d'autres cartes de situation. Vous le savez vous-même, ceci est ma carte de situation, c'est moi qui l'ai créée et personne d'autre. Et cette carte de situation est composée d'informations que j'obtiens grâce à mes recherches quotidiennes, ainsi qu'à partir d'autres cartes de situation, à savoir 6 autres cartes de situation, dont actuellement 4. Je dirais qu'il y a environ 3 cartes ukrainiennes et 2 cartes russes, qui contribuent bien sûr à l'image de la situation ici. Et si on les regarde, on voit qu'une ligne possible passe à peu près ici. C'est cette zone que les Ukrainiens ont pu conquérir en moyenne, si l'on regarde toutes les cartes, et ils devraient en se trouver quelque part ici. J'ai volontairement dessiné cela sur ma carte, comme ici dans la grande zone grise, autour de Stepov, Verbov et d'autres localités encore marquées en rouge. Comme il n'y a pas encore de géolocalisation que j'ai trouvée, qui puisse vraiment prouver de façon claire que les Ukrainiens sont présents dans ces localités. Mais la situation ici est différente. Aujourd'hui, je l'ai marqué en bleu comme nouvellement libéré.
Là, les Ukrainiens sont présents avec une certitude absolue, tout comme ici à Ternové, que j'affiche bien sûr comme d'habitude à côté. Là aussi, les Ukrainiens sont présents, mais à Ternov, la situation est un peu différente. Ici, nous pouvons voir comment les Russes attaquent les forces ukrainiennes quelque part au sud de la localité, et cela avec des drones, ce qui montre bien sûr qu'ils se trouvent là-bas, au sud. Si l'on regarde ces deux attaques ici, il est évident que des endroits comme celui-ci, des villages frontaliers comme Stepov, très petits et situés quelque part entre les deux axes d'attaque, ont certainement déjà été libérés par les Ukrainiens. Mais comme je l'ai dit, sur ma chaîne, nous ne sommes pas ici pour rêver. Nous sommes ici sur War and Tactique, qui essaie de présenter les faits du mieux possible. Et il n'y a pratiquement aucune géolocalisation ou 2 ou 3 sources qui affirment la même chose. Mais comme je l'ai dit, nous allons simplement attendre un peu. La plupart du temps, cela arrive avec un retard de 2 à 3 jours à cause de l'obsèque. Vous pouvez simplement vous abonner gratuitement si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous serez toujours informé de l'évolution, surtout de ce secteur très intéressant ici. Et comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas ici de tout reprendre. Il s'agit principalement de revenir sur cette ligne ici, et aussi de couper l'élan de l'attaque russe ici en bas. C'est une différence majeure que beaucoup n'ont malheureusement pas comprise. Une contre-offensive opérationnelle vise des percées, des gains de terrain en profondeur, l'effondrement de sections entières du front ou la coupure des axes d'approvisionnement. Nous voyons ici quelque chose à un niveau inférieur. Des gains de terrain locaux, de meilleures positions de départ pour plus tard, des lignes plus stables et la contrainte de réaction russe, tandis que nos propres attaques diminuent. L'approche suit une logique claire. Si les unités russes sont contraintes de déplacer des réserves, d'utiliser de l'artillerie supplémentaire ou de réagir constamment à de petites avancées, cela coûte du matériel, des munitions et surtout du personnel. Même, des attaques ukrainiennes limitées peuvent ainsi provoquer une usure disproportionnée. Chaque mètre qui offre un avantage tactique, qu'il s'agisse d'une crête, d'un fossé anti-char ou d'une ligne fortifiée, change toute la dynamique du combat dans ce secteur. Une amélioration tactique peut indiquer que les axes d'attaque russes sont moins avantageux ou que l'artillerie ukrainienne dispose de meilleures zones d'action. Bien sûr, cela s'applique aussi pour eux. Je conclus donc principalement par l'affirmation suivante. Nous ne voyons pas ici de grandes percées spectaculaires qui entraîneraient une avancée en profondeur, mais plutôt une montée en pression assez bien calculée et méthodique, dans le but de continuer à épuiser les ressources russes et, dans le meilleur des cas, de pouvoir regagner de meilleures positions. C'est ce que je vous transmets aujourd'hui, ce dimanche. Des images satellites montrent des dégâts importants sur une section opérationnelle du FP5 Flamingo contre l'usine Watkins en Udmurtie. Le hall d'usine 19 semble particulièrement touché. Sur les images, on distingue clairement un trou d'environ 30 sur 24 mètres. L'intérieur paraît complètement calciné. Le hall d'usine 19 est une section centrale de production. Là-bas, des pièces métalliques sont estampées et formées, des segments de fuselage pour fusées fabriqués et des composants galvanisés. Ces étapes sont essentielles dans la chaîne de valeur industrielle des systèmes militaires. Si une section tombe en panne, cela peut affecter plusieurs lignes de production, pas seulement un produit. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la distance. S'agit-il vraiment d'une utilisation confirmée et étendue du FP5, comme le prétendent les Ukrainiens ? Et comme les satellites peuvent encore l'observer, cela soulignerait la portée opérationnelle de ce système d'armes. Un impact au cœur de l'arrière-pays russe met donc clairement en évidence le risque pour les sites militaro-industriels. Le dommage matériel est une chose, mais l'effet de signal en est une autre. Si des installations protégées à l'arrière ne sont plus sûres, la pression augmente sur la défense aérienne, la logistique et la planification de la production. Des drones ukrainiens ont apparemment pu localiser et attaquer un dépôt russe où se trouvaient environ 10 véhicules et quelques 10 000 drones. De tels coups ne sont pas de simples actions tactiques, mais bien des frappes sensibles sur le plan opérationnel, au moins temporairement. Les drones FPV sont désormais l'un des outils centraux sur le front. Un seul suffit pour neutraliser un soldat, parfois un seul suffit même pour un véhicule légèrement blindé. Ils remplacent dans de nombreuses situations l'artillerie classique, sont également très précis contre les véhicules et les cibles mobiles, les positions ou même les personnes et sont comparativement extrêmement bon marché à fabriquer. Un stock de 10 000 unités correspond à peu près à la consommation de plusieurs jours à plusieurs semaines d'intenses combats, du moins sur les fronts secondaires. Il est difficile de vérifier indépendamment l'exactitude des chiffres mentionnés. Je ne les ai pas tous comptés dans la vidéo. Mais si l'on regarde grossièrement le stock ou si l'on observe le vol du drone, on peut estimer que l'évaluation est probablement assez réaliste.
Car même avec une estimation très conservatrice, une telle attaque serait tout de même nettement ressentie par les unités russes dans la zone concernée. Il y a de graves accusations. Des recherches de Radio Free Europe ou Radio Liberty auraient obtenu des discussions internes et des fichiers audio d'un général-major russe, à savoir le général-major Roman Man de Murici, datant de 2022 jusqu'à. D'après ces informations, il aurait mentionné en privé la maltraitance et le meurtre de prisonniers de guerre ukrainiens. D'après les rapports, il aurait partagé des photos d'oreilles coupées et aurait même parlé, lors de conversations, d'en avoir fait une guirlande. Dans une autre conversation, il aurait proposé à un officier du FSB un prisonnier comme cadeau et lui aurait demandé s'il devait l'éliminer ou s'il le voulait. De plus, il y aurait des indices que les proches des prisonniers sont soumis à des pressions. Selon les informations, les journalistes l'ont confronté par téléphone aux accusations. Il a immédiatement mis fin à la conversation et bloqué toute tentative de contact ultérieur. Aucune vérification indépendante et juridiquement valable n'est accessible publiquement. Les autorités russes ne se sont pas encore exprimées et il est assez probable qu'elles ne le fassent jamais. Le traitement des prisonniers de guerre est clairement défini dans la Convention de Genève, et je tiens à le préciser ainsi. La torture, les mauvais traitements et les exécutions extrajudiciaires sont de graves crimes de guerre, même en temps de guerre, peu importe le grade ou la fonction. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup disent qu'en temps de guerre, il n'est pas nécessaire de respecter les règles. Mais au final, lors du règlement des comptes, tout dépendra de l'issue de la guerre. Ce qui est moins choquant, ce ne sont pas les actes de violence isolés, fréquents en guerre, mais le ton présumé employé. Si un officier de haut rang se vante ouvertement de cela dans des discussions internes, cela indiquerait une culture très problématique au sein du commandement, ce qui confirme ce que nous observons en réalité depuis des années. Il reste à voir si et dans quelle mesure les autorités internationales d'enquête répondront à ces accusations. Ce qui est clair, cependant, c'est que de telles accusations augmentent considérablement la pression politique et juridique, non seulement sur certains officiers, mais bien sûr sur l'ensemble du commandement militaire. Une frappe ukrainienne a endommagé 2 colonnes de stabilisation verticale dans la raffinerie de Neftegorsk. Les images satellites identifient clairement les unités touchées. Ces colonnes sont centrales dans la chaîne de traitement, non accessoires. Elles retirent les fractions légères du pétrole brut et préparent le produit pour le stockage, puis pour le transport ultérieur, c'est ce qu'on m'a expliqué. L'effet opérationnel est donc bien supérieur à celui d'un simple dégât d'incendie. Si cette section tombe en panne, toute la production est alors ralentie, même si d'autres parties de l'installation semblent intactes de l'extérieur. Les raffineries fonctionnent de façon très séquentielle. La défaillance d'un tel nœud oblige soit à réduire la production et à rediriger vers d'autres installations, soit à un arrêt complet. L'incendie est désormais considéré comme éteint. Cependant, la fumée persistante et la présence constante des secours et réparateurs suggèrent que les dégâts ne seront probablement pas réparés rapidement. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, à l'équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renek, Silla, Titic, Ferdi et Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, et à bientôt pour le prochain rapport de situation. Le rêve.